OK. Aujourd'hui, moi, je voulais parler d'un sujet qui est assez intéressant. On a parlé lors de la dernière présentation, des cellules de manière générale. Ici, on va parler d'un type de cellule un petit peu particulier qui s'appelle des cellules paramétriques. Et donc, en fait, dans MicroStation, on a depuis, très, très longtemps, la possibilité de faire du dessin paramétrique, c'est-à-dire du dessin qui va être asservi à des variables, et donc en faisant varier la valeur de ces variables, on va faire varier également le rendu du dessin, d'accord? La physionomie du dessin. Euh, et donc, ça peut être extrêmement intéressant, surtout quand on a des objets qui vont avoir une physionomie relativement proche les unes des autres. On va dire, par exemple, un coude de tuyauterie, par exemple. Ben, rien ne ressemble plus à un coude de tuyauterie qu'un autre coude de tuyauterie, quel que soit son diamètre, quelque part. Et donc, l'idée, c'est de rendre cette cellule paramétrique de manière à ne pas devoir euh, créer une cellule qui va avoir, qui sera à créer pour chaque diamètre. D'accord? Donc, on va créer une cellule avec une variable qui sera le diamètre du coude, du tuyau. Et par là, ben, on va pouvoir décliner ce coude en diverses variations qui vont être asservies à cette variable. Donc, ici, je vais un peu montrer une série de choses. Alors, il faut que je puisse passer à ma slide suivante. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va reprendre, c'est faire un petit rappel sur les divers types de cellules. Bon, c'est un petit peu par rapport à ce qu'on a fait la dernière session. Euh, Expliquer ce qu'est le dessin paramétrique, je viens de le faire déjà rapidement. On va également alors faire des cas pratiques. On va créer une cellule paramétrique 2D et on va créer également une cellule paramétrique 3D. Donc, la première chose que je vais faire, c'est reprendre un petit peu les divers types de cellules. Donc, on a vu la semaine dernière, enfin le mois dernier plus exactement, que dans MicroStation, on pouvait avoir plusieurs types de cellules, des cellules normales qu'on appelle des cellules de bibliothèque, dont font partie également les cellules paramétriques, qui pouvaient être déclinées historiquement en cellules graphiques et en cellules points. Maintenant, depuis la Connect Edition, on a également la possibilité de les décliner en cellules paramétriques, ce qui n'existait pas en V8i. Alors, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'est le dessin paramétrique. Donc, en fait, euh, c'est une combinaison de plusieurs concepts, de deux concepts essentiellement. Euh, un, c'est de pouvoir intégrer une notion de contrainte. Alors les contraintes, c'est quoi? Eh bien, ça va être par exemple une contrainte de longueur, hein, donc une contrainte dimensionnelle. Et donc on va dire, cette arête, elle doit faire 50 mm. Ok, ça c'est une chose. Et puis, cette arête va pouvoir varier. On va pouvoir lui dire, bien, plutôt que de faire 50 mm, elle va faire 70 mm ou 70 mm pour nos amis français qui sont majoritaires ici. Et donc, voilà. Alors, ça c'est très bien, mais on va pouvoir également lui dire, bien, on va pas donner une valeur directe à la dimension de l'arête ou du segment, mais on va lui dire que la longueur, elle est contenue dans une variable qui s'appelle A, par exemple. Et donc, on va dire que A, si A égale 50, bien, ça va avoir un impact sur le dessin. Et si A vaut 70, eh bien, ça va avoir un impact également sur le dessin en faisant grandir la taille du segment. Alors, on peut faire un petit tour dans MicroStation et voir directement ce que ça va faire. Donc ici, j'ai dessiné un carré qui fait 100 sur 100, je pense. Et donc, ce que je vais faire, c'est lui dire que là, sur ce carré, je vais lui affecter une dimension. Et donc, je vais lui dire que ma première contrainte, c'est de lui dire que ça,
ça va faire 100 millimètres. D'accord? Mais pour être plus fin, je vais lui dire que je vais créer une nouvelle variable et je vais l'appeler côté, par exemple. Ça semble logique pour un carré. Voilà. Et donc, automatiquement, on voit que dans cette boîte de dialogue qui contient toutes les variables du modèle, on va avoir maintenant une variable côté qui va avoir une dimension qui a été renseignée ici. Et donc, si je la fais varier, je vais mettre 80 à la place, on va voir que ma forme géométrique a changé de physionomie. Alors ici, effectivement, c'était un carré. Ça n'est pas resté un carré puisque je n'ai asservi que ce segment-ci à la variable côté. Donc je vais lui dire que les trois autres côtés, eh bien, ils vont être égaux aux côtés que je viens de définir. Et donc je vais mettre une égalité ici. Ça, c'est une nouvelle contrainte. Et puis je vais lui dire que ça, c'est égal à ça, et ceci, c'est égal à ça. Et donc, à nouveau, quand je vais faire varier ma variable côté, maintenant, mon carré va évoluer également. Mais ce qu'on voit, c'est que malheureusement, mon carré, il a quitté le 0,0. Or, le point 0,0, c'est un point qui est intéressant pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une contrainte supplémentaire, qui est une contrainte de point fixe. D'accord? Et donc, je vais utiliser la contrainte de D ici, fixe, et je vais venir cliquer ceci ici. Voilà. Et donc maintenant, quand je vais faire varier ma variable côté, on va avoir ici, j'ai encore une chose à ajouter. Ici, mon point fixe a été bien pris en compte. Mes côtés ont tous la même taille, sauf que, effectivement, il y a une petite anomalie encore. Je dois lui donner également une autre contrainte de, je ne sais pas comment on dit, de fixité, de fixitude, je ne sais pas. Plutôt que d'avoir uniquement un point ici, je vais lui dire également que ce côté, il est fixe au niveau de sa direction. Donc c'est la même nature de contrainte. Et donc maintenant, quand je vais faire varier mon carré, j'aurai toujours un carré dont le point d'accroche 0, 0 sera bien positionné. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur cette, cette notion de contrainte, on va également pouvoir avoir des formes de ce type, par exemple, où on a une pièce métallique, par exemple, dans laquelle on a percé des trous, et puis on va faire évoluer la taille de la plaque de base inférieure. Euh, mais peut-être que ce qu'on souhaiterait, c'est que quand on va faire évoluer cette plaque, les trous restent en relation avec les angles enfin les angles ici ils sont arrondis, mais avec les angles de la plaque, de manière à rester toujours à une certaine distance. Et donc ça, c'est aussi une notion de, voilà, comme ceci. Donc on avait les trous qui étaient à un certain endroit. J'agrandis ma plaque, mais je souhaite que mes percements restent à la même distance par rapport au bord de la plaque. Donc ça, c'est aussi une notion de contrainte géométrique. Hein. Il y a donc des contraintes dimensionnelles et des contraintes géométriques. Euh, une autre chose extrêmement intéressante également dans la construction des objets paramétriques, c'est que l'on va également conserver dans MicroStation ce que l'on appelle un arbre de construction. Donc c'est la liste des opérations qui ont servi à élaborer notre objet. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait très bien avoir fait une pièce dans laquelle on a fait un trou, et puis on a fait un chanfrein, et puis on a fait, je ne sais pas, une découpe par un profil, etc. Profil qui peut lui-même être paramétrique. Et puis on se dit, ah, mais le trou, à la place de faire 10 mm, 5, ça suffirait.
En modélisation traditionnelle, comme on la connaissait dans MicroStation, en modélisation solide, eh bien, il faut tout refaire. Ici, on a accès à chaque niveau d'évolution de l'objet. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant également, puisque on va passer sur un autre petit exemple ici. Et là, j'ai placé une plaque avec un trou dedans. Ce trou, on peut éventuellement aller lui dire qu'on va euh, aller en faire une copie, par exemple. Donc, je vais utiliser ceci. On va créer un tableau. On va créer un tableau d'objets pour faire des trous dans les quatre coins. Donc ici, c'est bien. On va mettre un espacement de 60, un espacement de 60. OK. Et je vais aller lui dire que je vais aller sélectionner ceci. Là, je vais simplement orienter mes trous correctement. Voilà. OK, je valide. Et donc maintenant, j'ai un tableau, un élément qui est parsé par quatre trous, avec un trou un petit peu particulier qui est le trou de base, en fait, hein, qui a été copié. Et donc, si je viens sélectionner mon objet, ici, on va voir que on va avoir des petits glyphes qui vont nous indiquer les diverses étapes sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Et donc ici, on a d'abord créé une dalle. Dans la dalle, on a fait un trou, et puis ce trou, on l'a copié. Voilà. Alors, on le retrouve également dans les propriétés. Si on regarde les propriétés, on va avoir ici l'arbre de construction. Donc, on a cette fameuse dalle qui a été placée. On a ce fameux trou. Éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir lui dire, je vais aller modifier son diamètre. D'accord? Alors, comme je modifie le trou de base, eh bien, le tableau qui en découle va également répercuter cette modification et donc les trous vont être copiés et modifiés également. On peut également intervenir sur le tableau lui-même. Et donc, si je viens ici dans les propriétés, je peux aller lui dire que maintenant, je voudrais bien ne plus avoir deux lignes, mais je voudrais bien en avoir quatre, avec deux colonnes. OK. Et puis ici, je vais aller mettre une autre dimension. On va mettre 20 et on va mettre 20 également ici. On va voir que notre tableau, notre objet, s'alimente des variables que j'ai introduites, des données paramétriques que j'ai introduites. Ici, que je n'ai pas associé à des variables, mais je peux le faire à tout moment. Si je voulais dire que le diamètre d'un trou est associé à une variable, je vais reprendre mon objet. Voilà, je vais reprendre ceci, le profil du trou ici, voilà mon trou, je vais aller lui dire que je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler, que je vais appeler diamètre par exemple. Elle a été créée ici, elle s'appelle, voilà, ici, je vais l'appeler diamètre, diamètre. Et donc maintenant, si je fais évoluer cette variable diamètre, on va avoir également notre objet qui va s'adapter automatiquement. Donc ça, c'est vraiment le dessin paramétrique. Bien. On va revenir sur le PowerPoint. Donc, on va analyser un petit peu le flux de travail pour la modélisation, la modélisation paramétrique, pardon. Je fais beaucoup de photogrammétrie aussi, donc je me suis trompé de terme. On va généralement commencer par dessiner une esquisse de profil. Donc, un profil, c'est quoi? C'est un élément en 2D que l'on va pouvoir extruder, par exemple. Hein. Donc, on va dessiner un profil de châssis, par exemple, et puis on va l'extruder pour faire un élément 3D que l'on va pouvoir mettre à à la longueur souhaitée. Euh, on va appliquer des contraintes, donc dimensionnelles et géométriques, c'est ce qu'on a déjà vu un petit peu tout à l'heure, et puis on va pouvoir gérer les contraintes simplement pour les afficher, donc pour voir les contraintes qui ont été mises en place sur le modèle ou sur le profil, et on peut également
alors ponctuellement ou de manière plus globale, modifier ou supprimer les contraintes. Donc voilà, ça c'est un peu la théorie. Maintenant on va passer dans le côté pratique et donc moi je propose ici qu'on ait créé une petite cellule paramétrique qui va nous permettre d'avoir une porte, un schéma de porte que l'on va pouvoir placer en 2D. Donc ici on va faire d'abord une cellule paramétrique en 2D, on fera une cellule paramétrique en 3D plus tard. Et donc, voilà, ce que je propose de faire, c'est d'avoir une cellule qui nous permet de créer une cellule générique qui va nous permettre de placer un symbole de porte avec son ouverture, etc., suivant une largeur bien déterminée. Et puis également de pouvoir dire qu'on va avoir une épaisseur de mur bien particulière également. Et on va regrouper ça dans des variations, ça s'appelle, et donc on va avoir des standards de porte. Maintenant, rien n'empêche de dire qu'on veut une porte de 97 cm. Hein, il n'y a aucun problème, on pourra aller rééditer ça par la suite, d'accord? Et donc, repassons maintenant dans Microstation. On va passer dans notre fameux exercice de la porte. Et donc, ici, je vais utiliser une première chose, je vais aller utiliser la fonction placer une smart line. Je vais aller me placer dans le bon niveau. Je vais me mettre sur le niveau mur. Et on va aller faire notre petit dessin. Donc, je vais aller placer, ici je suis en millimètres, donc je vais placer une épaisseur de mur de 300 millimètres. On va faire un petit retour ici de 50 millimètres. OK. On va aller placer un petit retour de 50 millimètres également ici. Voilà. Ensuite, ben, on va utiliser cette fonction-ci. On va faire un miroir sur la verticale. Et on va faire une copie. OK. Et je vais faire une copie ici. Je vais me déplacer mettons, peu importe, puisque ce sera paramétrique, donc je mets une dimension quelconque. J'ai mis 400 millimètres. On va asservir ça à des variables plus tard. Donc voilà. Donc on a nos deux retours de mur qui ont été faits. Donc nos deux pieds droits. Maintenant, on va aller placer un élément qui sera la feuille de porte. Donc on va utiliser de nouveau SmartLine. Je vais m'accrocher ici et je vais m'accrocher avec ma ligne jusque là. Voilà. On va aller faire une petite copie de cet élément 45 mm, ça suffira. Voilà, donc on a notre mur, notre feuille de porte. On va ajouter également maintenant l'arc et l'ouvrant, enfin la position ouverte de l'ouvrant. Donc ici, on va aller mettre ça sur le niveau ouverture. Je vais aller placer une ligne qui va démarrer ici. On va la placer avec la même longueur que ceci. Hein, donc, je crois que j'ai mis 40, donc ça va faire 800. Voilà. Et puis, on va aller placer un petit arc qui va nous permettre de montrer l'ouverture de la porte. Voilà, quelque part, en dessin traditionnel, une cellule traditionnelle, on s'arrêterait là. D'accord Ici, je suis effectivement dans un fichier, je ne l'ai pas montré, mais on est dans un fichier de cellules, hein, on est dans un fichier .cell. Donc ici, cet élément, c'est déjà une cellule, elle s'appelle 3 porte 2D. Okay. Donc, voilà, première chose faite. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est se dire comment est-ce qu'on va asservir ça. Donc ici, moi, j'ai déjà préparé un petit peu la tâche pour aller plus vite parce que j'ai une fâcheuse tendance à dépasser un petit peu le temps qui m'est imparti. Donc j'ai déjà préparé quelques variables, deux variables simplement, une épaisseur de mur qui va nous permettre de contrôler ceci et une largeur de porte qui va nous permettre de contrôler tout ceci. D'accord? Et l'écartement des deux pieds droits. Donc,
qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, je vais lui dire que je vais aller déposer des contraintes. Donc, je vais revenir dans l'onglet ici, contraintes. Et dans cet onglet, je vais utiliser euh, une première variable, une première contrainte, pardon, qui est la contrainte de coïncidence. Alors, la contrainte de coïncidence, euh, je vais aller, pardon, une contrainte de point fixe d'abord. Contrainte de point fixe pour que tout se passe autour du 0,0. Donc, dans une cellule, le 0,0, c'est le point d'origine général de la cellule. D'accord? Et donc, je vais le mettre ici. Je vais mettre ça en point fixe. D'accord? Donc voilà, vous voyez, je vais masquer le trièdre, on a maintenant notre petit élément ici qui va représenter la contrainte. Si je fais un clic droit dessus, je peux dire que que je vais la supprimer. D'accord? Parfois, on peut également ne pas les voir, je vais le repositionner. Parfois, on peut ne pas le voir, tout simplement parce qu'il y a un attribut de vue qui permet, dans les marqueurs ici, qui permet de masquer les contraintes. Donc ici, voilà, ma contrainte est toujours bien là, mais elle n'est plus visualisée en tant que contrainte sur mon dessin. Donc, je vais la laisser afficher ici. Maintenant, ce point est fixe, et ce point fixe cet élément-ci. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais lui dire que je vais aller lui donner aussi des points de coïncidence, et je vais lui dire que l'extrémité de cette ligne doit correspondre à l'extrémité de cette ligne, tout comme l'extrémité de cette ligne, celle-ci, voilà, doit correspondre à l'extrémité de cette ligne, tout comme l'extrémité de cette ligne doit correspondre à l'extrémité de la verticale, et on s'en doute un peu, idem ici au-dessus. Voilà. Donc ici, maintenant, on a nos extrémités. On a un point fixe et on a des points qui sont en coïncidence ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lui dire, bien, ma porte, elle va avoir une certaine largeur. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser dans mes contraintes dimensionnelles, d'accord? Ici, on est sur des contraintes géométriques, ici, on est sur des contraintes dimensionnelles. Eh bien, je vais lui dire que je vais fixer une distance. Vous voyez, on a diverses contraintes qui sont possibles, distance, angle, équidistance, surface, périmètre, et par élément. Donc, on va utiliser ici dans les exemples par élément et distance. Ce sont celles qu'on utilise le plus. Il y a angle également. Donc, je pourrais dire distance, et je vais aller sélectionner mon pied droit gauche et mon pied droit droit, et je vais lui dire que je vais fixer une certaine distance. D'accord? Alors, cette distance, ben, je vais aller la récupérer directement, puisque j'ai déjà défini une variable qui s'appelle largeur porte. Je vais aller sélectionner ma largeur de porte. Voilà, et je valide. Alors, on va voir que effectivement, mon pied droit de droite a été déplacé, effectivement, puisque je l'avais placé à 800 au départ. Maintenant, on va aller également modifier les choses de manière à ce que la feuille de porte et l'arc suivent également la même variable. Donc, je vais utiliser maintenant une autre contrainte dimensionnelle qui est la contrainte par élément. Ici, j'avais deux éléments distincts, donc je devais définir une distance entre deux éléments distincts. Maintenant, la feuille de porte, cet élément, eh bien, je vais pouvoir le fixer en une fois, puisque c'est la longueur de l'élément. D'accord? Il n'y a pas de notion d'entre-distance ici. Et donc, je vais lui dire que cet élément, je vais le faire varier également, et je vais lui donner la même variable, largeur porte. Voilà. Et donc, on voit que maintenant, un côté de la feuille de porte, eh bien, maintenant, a servi à la variable. Il va falloir que je lui dise que l'autre côté aussi.
Et donc, pour ça, je vais utiliser une autre manière de travailler, plutôt que d'aller lui dire que c'est aussi par élément, etc. Et bon, si on devait changer de variable, il faudrait modifier toute une série de choses. Ici, je vais lui dire que, ben non, la longueur, elle va être égale. Et donc, je vais lui dire que cet élément-ci et celui-ci deviennent égaux, et celui-ci également. Et donc, on va avoir nos trois éléments ici qui vont grandir en même temps, ainsi que les pieds droits qui vont s'écarter. Donc, si je modifie la largeur de porte ici, que je mets 800 par exemple, voilà, on va voir que tous mes éléments ont été adaptés en une seule fois. Alors, il me reste encore l'arc. Je vais aller lui donner également un rayon par élément, donc je vais le sélectionner, et je vais aller choisir également la même variable, largeur porte. Voilà. Et donc maintenant, dès que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir euh, décliner ma cellule paramétrique en diverses largeurs, tout simplement. Il y a encore des choses que je vais utiliser, c'est l'épaisseur du mur, pour pouvoir modifier la distance ici. Et donc, pour ça, on va encore affecter des contraintes ici dimensionnelles par élément. Et je vais lui dire, cet élément-ci, je vais le contraindre à respecter l'épaisseur de mur. Voilà. Et je vais lui dire que l'autre pied droit aura la même dimension. Voilà. Et donc maintenant, si je modifie l'épaisseur de mur, je vais mettre 250 par exemple, bien, je vais avoir euh, mon élément qui va, mes éléments de mur qui vont évoluer. Alors, on a la possibilité également de créer ce que l'on appelle des variations. Okay. Alors les variations, elles se créent comment? Simplement en faisant un petit plus ici ou un clic droit, euh, je pense un clic droit, non, plus. Et donc on va avoir une variation ici particulière à laquelle on va pouvoir donner un nom, blabla, et on va pouvoir lui mettre une taille 63 par exemple. Voilà. Et donc quand on sélectionne une variation et que l'on fait valider, eh bien, il va mettre en forme la cellule avec les paramètres qui sont associés à la variation. Et donc ici, je vais pouvoir déformer mon modèle en faisant ce genre de choses. OK? Alors, ça, c'est une première chose. Maintenant, cet objet est une cellule, donc on va pouvoir l'utiliser en tant que cellule. Alors, en tant que cellule, il y a encore une chose intéressante, c'est de pouvoir, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, on va pouvoir également, depuis quelques versions dans MicroStation, affecter également ce que l'on appelle des points de placement. Et donc, je vais venir ici, j'ai un truc qui m'embête, voilà. Je vais venir dans Contenu, et on a la possibilité d'affecter des points de placement. Alors, les points de placement, c'est quoi? Bien, ce sera lors du placement d'une cellule, on pourra placer la cellule en prenant comme point de référence un point ou l'autre. Et donc, je vais aller placer un point, et je vais venir le placer ici, je vais venir le placer à cet angle-ci, ou à cet angle-ci, ou encore à cet angle-ci, ou encore à cet angle-ci. Alors maintenant, clairement, mes points ont été placés, ils ont été placés dans l'espace, ce sont des éléments qui sont complètement indépendants. D'accord? Donc si je reviens dans mes contraintes et que je fais variable et que je vais regarder, voilà, 93, OK, et que je prends ceci, on va voir que les petits points rouges, ils restent au même endroit. D'accord? Alors, on va faire ceci. Et ce qu'on va faire, bien, on va mettre des contraintes également sur ces petits points. Et donc, je vais lui dire que je vais faire des contraintes de coïncidence également. Et on va lui dire, bien, entre cet élément et cet élément, c'est coïncident.
Bon, là, c'était 0, 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais entre celui-ci et celui-ci, entre ceci, et entre ceci et ceci. Voilà. Et donc maintenant, quand je vais faire varier mon modèle paramétrique, eh bien, nos petits points vont suivre également. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Effectivement, ça c'est la bonne question. Ici, j'aurais pu renommer les points de placement, mais on va le laisser comme ça. Je vais revenir sur un fichier test. On va virer ceci. Et là, je vais venir placer maintenant ma cellule paramétrique. Et donc ici, j'ai la possibilité d'aller sélectionner, c'est toujours l'ancienne cellule paramétrique que j'ai ici, mais on va pouvoir sélectionner notre cellule ici, la placer, changer de modèle, on va dire, voilà, changer éventuellement le point de placement, prendre le supérieur droit, vous voyez, donc ça devient un objet qui est hyper facile à utiliser et hyper polyvalent. OK? Donc voilà, ça c'est la création de cellules 2D. On va revenir sur notre fichier de cellules et on va réfléchir maintenant sur une autre possibilité. Ici en 2D, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire rapidement. On va passer maintenant sur un autre cas de figure qui sont des cellules 3D. Et donc, l'idée, on va dessiner, on va créer un objet qui va représenter une échelle. Et donc, cette échelle, bon, on va discuter un petit peu là-dessus, mais effectivement, en 3D, on pourrait travailler également avec des variables. On va travailler avec des variables comme on l'a fait. On va introduire également au niveau de la 3D, mais ça peut être utilisé également dans la 2D, hein, il n'y a pas d'exclusion. On a la possibilité de travailler avec des variables directes, hein, comme largeur porte, par exemple, c'est une variable directe. Mais on peut également travailler avec des variables qui vont être le résultat d'une opération mathématique. D'accord? Et donc, on va par exemple dire, bien, écoutez, moi ici, je vais placer une échelle. Cette échelle, je voudrais bien qu'elle ait une hauteur de 2,50 m et je voudrais bien que l'entre-distance entre les barreaux soit de 35 cm, par exemple. Bien, on a la longueur de l'échelle, on a l'entre-distance entre les barreaux. Eh bien, on va pouvoir calculer, en divisant la longueur de l'échelle par l'entre-distance entre les barreaux, le nombre de barreaux que l'on va utiliser. Donc, le nombre de barreaux, on ne va pas l'introduire, ce serait idiot, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour le calculer. Et donc, on va faire une opération mathématique qui va nous permettre de déterminer une valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle une expression. Alors ici, effectivement, c'est un petit peu le résumé de ce que je viens de dire. Le nombre d'échelons sera en fonction de la taille de l'échelle, de la hauteur des marches, et également de la section des échelons. Donc voilà. Euh, donc ce que l'on va faire, on va travailler maintenant sur un modèle. On va utiliser un modèle en 3D. Voilà. Je vais me mettre en isométrique, comme ça permet de faire les choses un petit peu plus facilement quand on travaille en 3D. En microstation, on travaille beaucoup en isométrique, en 3D. Et donc, ce que je vais faire, je vais aller tout d'abord me définir un canevas. Moi, j'aime bien définir des canevas quand je crée des objets 3D. Un canevas qui va être un système d'axes, voilà, tout simplement, qui va me permettre d'accrocher mes objets, de les accrocher facilement. Et donc, pour ça, je vais utiliser un niveau que je vais appeler construction. OK. Je vais éventuellement activer la classe d'éléments ici et lui dire, moi, je vais travailler en mode construction. Voilà.
Alors, je prends un petit peu mes notes pour ne pas faire de bêtises. Et donc, je vais aller placer un premier élément. Je vais me mettre ici. Je vais utiliser AccuDraw, j'aime bien AccuDraw. Donc, je vais me placer ici en vue du dessus, pardon. Je vais me déplacer ici de 500 mm en parlant. Je loupe des étapes à 500 mm. Voilà. Et je vais créer un trait de 1000. On va revenir un petit peu. Voilà, mon zoom était un peu fort. Alors, ça c'est un premier axe. Je vais placer un deuxième axe perpendiculaire, 200, 400. Voilà. Comme ça, on a un axe qui va être bien fixé, qui sera le centre de l'échelle, et donc ça va me permettre de faire des choses diverses et variées. Alors, une échelle, si on réfléchit un petit peu comment c'est constitué, eh bien, on a un montant gauche, un montant droit, et puis un certain nombre d'échelons. L'échelle qu'on va faire va pas ressembler tout à fait à ça, hein, mais quand j'ai fait l'exercice, je n'avais pas trouvé d'autres images meilleures. Et donc, ici, ce que je vais faire, je vais aller placer un axe qui va me servir de contrainte pour mon montant gauche et un axe qui va me servir de contrainte pour mon montant droit. Et donc, je vais aller copier ceci. On va le mettre à 200 par exemple. Voilà. Et celui-ci, on va le mettre à 200 également. Voilà, comme ça, on aura une position pour placer le profil de mon montant ici, le profil de mon montant ici. Bien. Alors, dans notre échelle, tout à l'heure, ce qu'on a fait, on a créé des variables au fil de l'eau, on va dire. Hein, quand on en avait besoin, on créait une variable. Ici, on va préparer son travail un petit peu et on va dire qu'on va aller placer, on va aller créer nos variables les unes après les autres. Et donc, pour une échelle, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a quelques paramètres qui sont nécessaires et obligatoires. On va donc aller dans les variables et on va dire que notre échelle, elle va avoir une première variable qui sera sa hauteur. D'accord? Alors on va faire une deuxième variable, je n'invente rien, qui sera sa largeur. D'accord? L'entre-distance entre les deux montants. Alors, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, on va également positionner, créer une variable qui sera la hauteur de marche, d'accord? Ou l'entre-distance entre les... oui, non, la hauteur de marche. Donc, la hauteur de marche, effectivement, si on a une hauteur de marche de 30 cm, par exemple, et qu'on a une échelle qui doit faire 1,60 m, ben on se rend compte qu'il y a un petit problème parce que la répartition ne va pas être bonne, puisque 1,60 m, ce n'est pas un multiple de 30 cm. D'accord? Et donc, on va plutôt faire une hauteur de marche théorique qui va nous permettre de définir un nombre d'entre-distances, et puis ce nombre d'entre-distances va nous servir d'entre-distances va nous servir à recalculer le vrai nombre d'échelons, et ce nombre d'échelons étant calculé, on va pouvoir recalculer la réelle hauteur de marche pour avoir une répartition régulière. Et donc, ici, je vais ajouter également une variable que je vais appeler hauteur marche théorique. Voilà. Alors, on va donner des valeurs. Ici, je vais mettre 3000 par exemple. Ici, je vais mettre une largeur de 500 et une hauteur de marche de 350 par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme autre objet donc ça, c'est les données générales de notre échelle. Alors, on va avoir des données un petit peu locales à chacun des éléments de l'échelle. Donc, on va avoir une dimension pour les montants.
Donc les montants, on va avoir une section. Les échelons, on va avoir également une section. Donc ils vont tous les deux avoir une largeur et une épaisseur. Donc ici, moi j'aime bien de bien structurer les choses. Donc ce que je vais faire, je vais sur variable locale, je vais faire un clic droit et je vais créer un dossier, un répertoire, hein, on va dire, et je vais l'appeler échelon. Voilà. Et échelon, je vais aller créer une variable, nouvelle variable, et je vais lui dire que je vais l'appeler largeur. Et je vais l'appeler, vous voyez, pour l'instant, largeur, il se met en rouge, tout simplement parce que j'ai déjà une variable largeur, et on ne peut pas avoir deux fois la même variable. Et donc, je vais l'appeler largeur E pour largeur échelon. Je vais créer une seconde variable que je vais appeler épaisseur, épaisseur E, pour rester cohérent. Et puis, on va créer également un autre dossier, et on va l'appeler montant. Voilà. Et le montant, bah, il va y avoir également une variable largeur que je vais suffixer M et une autre variable que je vais appeler épaisseur M également. Voilà, donc là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour placer mon échelle. Sauf que bah, il y a des petites choses qu'il va falloir que je règle. Bien, par rapport au point 0,0, mon montant de droite et mon montant de gauche vont se déplacer d'une certaine valeur. Et pour que ce soit centré, bien, ce sera la moitié de la largeur de l'échelle. Donc, je vais créer ce qu'on appelle des variables intermédiaires qui vont me servir au calcul. Et donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler intermédiaire, par exemple. Voilà. Et dans ce dossier intermédiaire, je vais aller créer une nouvelle variable. Je vais l'appeler demi-largeur. Et là, dans ces variables intermédiaires, bien, ce sont des variables qui vont être le résultat d'un calcul. Et ici, en l'occurrence, je vais aller introduire une demi-largeur qui sera la moitié de la largeur. Et donc, je vais, plutôt que de donner une valeur directe, je vais aller définir une expression. Alors, c'est relativement facile. On peut soit écrire ici le nom des variables, soit double-cliquer dessus, et je vais dire que c'est largeur divisé par 2. Alors, le bouton OK, il ne sera valide que quand on aura testé l'expression. Donc, ici, je vais faire test. Voilà, largeur, il a bien validé, expression valide. Et donc là, maintenant, je peux faire OK. Ça évite d'introduire des variables qui sont fausses, quoi, tout simplement. Alors, vous voyez, maintenant, on a la dimension ici qui est avec un petit fx ici qui dit que c'est fonction, c'est une fonction. Donc, ça permet d'avoir un calcul. Et donc, la valeur active, puisque ma largeur fait 500, ma demi-largeur fait 250. Donc, on est rassuré tout de suite. Ils savent calculer chez Bentley. Mais la valeur ici, elle est grisée, donc je ne peux pas la modifier. Le seul moyen de la modifier, c'est de modifier la largeur ici pour que le calcul recalcule la valeur active. Alors, on va en créer d'autres de variables intermédiaires. Je vais en créer une que je vais appeler nombre de répartition. Nombre de hauteur de marche, par exemple, de répartition. Je l'ai appelé comme ça dans mon exercice. Voilà. Alors, le nombre de répartitions, c'est quoi? Bien, c'est simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, c'est le nombre de marches, pas de marches, c'est le nombre de hauteurs que l'on a pour arriver au-dessus de l'échelle. Et donc, ce nombre de répartitions, ben, il va être fonction de la hauteur et de la hauteur de marche théorique. OK? Alors, bon, je vous passe les détails. Ici, je vais lui dire également que c'est un nombre de répartitions, c'est une valeur entière. Donc ici, je vais lui dire que le type, ce n'est plus une distance,
mais que c'est un entier. Voilà. Et l'expression, je vais aller mettre un calcul ici, je vais la faire rapidement. On va aller dire que c'est la hauteur de l'échelle plus la largeur d'un échelon, et on va le diviser par la hauteur de marche théorique. Alors là, ça va donner une valeur entière. Voilà, OK. Et ici, en l'occurrence, ça fera 8. Alors ça fait 8. J'ai oublié également d'aller donner des valeurs ici. Largeur de l'échelon, on va mettre 50. L'épaisseur, on va mettre 25 par exemple. Euh, le montant, on va lui dire que ça fait 70 par exemple. Et l'épaisseur, on va lui dire que ça fait 30. Voilà. Et donc, le nombre de répartitions est calculé en fonction des diverses valeurs que l'on a mis ici. Si on modifie la hauteur de l'échelle, évidemment, on va mettre 3,50 m. Voilà, ici, le nombre de répartitions a été augmenté. D'accord? Alors, j'ai encore une variable un peu plus facile à déterminer. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 répartitions. Et ça veut dire que le nombre d'échelons, ben, on en a un de moins, on en a 6. Eh bien, on va créer également une variable intermédiaire que l'on va appeler nombre d'échelons. Alors, nombre d'échelons, ce sera également un entier. Voilà. On va de nouveau utiliser une expression et on va lui dire que simplement, c'est le nombre de répartitions moins 1. Tout bêtement. On le teste, c'est valide, OK, on finalise. Et maintenant, on a maintenant un nombre de répartitions, un nombre d'échelons, etc. La hauteur de marche théorique, ben, elle ne fonctionne plus. En fait, ce n'est pas celle-là qu'on va utiliser, on va devoir recalculer une vraie hauteur de marche, et cette vraie hauteur de marche, ce sera euh, la hauteur de l'échelle qui va être divisée globalement par le nombre de répartitions, le nombre de marches pour arriver au-dessus. Et donc, on va aller créer une nouvelle variable qu'on va appeler hauteur de marche. Voilà. Alors là, ce sera bien une distance, et on va refaire une expression qui sera la hauteur. Oups, la hauteur, où es-tu? La hauteur, voilà, plus une largeur d'échelon, sinon ça ne va pas tomber juste. Et on va diviser par le nombre de répartitions, tout simplement. Alors bon, ça c'est la logique, je ne vais pas passer mon temps à réexpliquer la logique, mais je vous assure, ça fonctionne. Et donc maintenant, on va avoir une hauteur de marche pour une hauteur de marche souhaitée, voilà, théorique, de 350, une hauteur de marche qui sera approchante et qui sera de 355. Voilà, donc on a ajusté la hauteur de marche. Alors maintenant qu'on a toutes nos variables, ben, on va pouvoir dessiner. Vous allez voir que c'est relativement facile à faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lui dire, ben, écoute, moi je vais aller fixer mes points fixes. Alors, mes deux axes principaux, je vais aller les fixer et je vais aller lui dire que ceci, le point milieu de mon axe, je vais le fixer. Et je vais prendre l'autre axe et je vais lui dire l'autre point milieu de l'autre axe, enfin le point milieu de l'autre axe, je vais le fixer également. Et donc maintenant, ces deux lignes seront fixes. Celles que je vais faire varier, ce sont celles-ci. Et donc là, je vais lui dire que je vais aller de nouveau travailler avec la fonction, la contrainte dimensionnelle de distance. Et je vais lui dire, là et ça, là, je vais aller mettre une valeur. Et c'est la variable intermédiaire qu'on a mis tout à l'heure qui s'appelle la demi-largeur. Voilà. Et on va faire exactement la même chose ici. Et on va lui fixer la demi-largeur. Voilà.
Et donc maintenant, en fonction de la variable largeur, on va avoir nos deux traits qui vont se rapprocher de manière symétrique ou s'écarter. Je vais repasser en classe primaire pour mes éléments, ce qui me permet ici, maintenant, quand je ne veux plus voir mes axes, je peux désactiver l'attribut de vue de construction. OK. Donc maintenant, je reviens en classe primaire. On va revenir sur nos contraintes. Et je vais commencer à dessiner maintenant réellement mes éléments. Et donc, on va aller tout d'abord placer un élément, un bloc, qui va être notre montant. Donc, je vais venir me mettre ici. On va aller dessiner un montant ici et on va se mettre dans le bon niveau. Donc, je vais me mettre en montant. Voilà. Je vais le mettre ici, je le mets en fait où je veux. Voilà. Donc, j'ai dessiné mon premier profil de montant. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire? Ben, je vais lui affecter des variables, des contraintes. Et donc, les premières contraintes que je vais affecter, c'est par élément, et je vais lui dire que ceci, ça va faire la largeur d'un montant. Et voilà. Et là, je vais lui dire que ça, ce sera l'épaisseur du montant. Donc, épaisseur M. Voilà. Alors, maintenant, je vais également lui dire, ben, montant, ben, j'en ai deux. Donc, je vais aller simplement le copier ici et je vais aller le copier de l'autre côté. Voilà. On s'occupera de les positionner correctement tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais aller le placer correctement. Je vais aller placer ce montant ici. Je vais venir le placer à l'intersection ici entre mes deux traits. Voilà. Hop, je me suis trompé. C'était déplacer que je devais faire. Déplacer. Voilà. On va venir le replacer ici. Voilà. Et celui-ci, on va venir le déplacer également au même endroit. Voilà, de l'autre côté. Voilà, nos deux montants sont bien positionnés. Ce que l'on va faire maintenant, c'est lui dire que ceux-ci, les profils de montants, eh bien, ils doivent être asservis à nos petits traits rouges ici, puisque quand on va changer la largeur, il faut que eux se déplacent également. On peut le faire de plusieurs manières, hein, mais ici, je prends cet exemple-ci. Donc, je vais aller lui dire que on va également refaire de la coïncidence, ici, en 2D, et on va rendre coïncident le centre de cet élément avec le centre de l'autre élément, l'élément rouge. Voilà. Et donc ici, je vais aller lui dire exactement la même chose. Le centre de notre épaisseur, notre largeur de montant va être coïncidente avec la largeur, le centre de notre petit trait rouge, de notre trait rouge. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand on va faire ceci, on va faire 500 par exemple, eh bien, les deux éléments, enfin, tous les éléments vont suivre en même temps. D'accord? Alors, maintenant, on va finaliser les montants et on va leur donner une hauteur. On va les extruder. Donc, on va passer dans solide et on va lui dire qu'on va faire une extrusion. Alors, maintenant, je vais lui dire que je vais faire une extrusion paramétrique et la distance, je ne vais pas l'introduire ici, je vais utiliser le petit x ici qui va me permettre d'aller sélectionner la variable qui est associée, donc 3500. OK. Et je vais sélectionner ceci et ceci.
et on valide, et on a nos deux profils qui sont, nos deux éléments qui sont positionnés, nos deux montants qui sont créés. Et quand on va modifier la largeur, de nouveau, ici, 400, on va avoir les deux éléments qui vont se rapprocher. On va aller modifier la hauteur à 1500, par exemple, et on va avoir la hauteur qui va varier également. Donc, tout va bien. Maintenant, bah, on a déjà bien avancé. On va finaliser les choses en créant maintenant les échelons. Alors, les échelons, ici, on va avoir quelque chose d'un petit peu particulier. Bon, on va d'abord créer simplement le profil de l'échelon, hein. On va venir créer ce fameux profil ici. Je le dessine un petit peu où je veux, hein. Je vais me mettre en vue de côté. Ben, mon échelon, il va avoir une bouille qui va ressembler à ceci. OK. Maintenant, ben, comme tout à l'heure, je vais revenir sélectionner les contraintes et je vais de nouveau utiliser les contraintes par élément, la largeur de l'échelon, voilà, largeur échelon, OK, et l'épaisseur de l'échelon, épaisseur échelon, et voilà. Alors, maintenant, je vais déplacer cette forme, ce profil, je vais venir le déplacer et je vais venir le déplacer ici au milieu de notre montant. Alors, il n'est pas bien positionné en élévation, donc on va lui donner maintenant également une contrainte qui va être de nouveau une contrainte de distance, et je vais lui dire que la distance entre le dessus de l'échelon, pardon, entre le dessus de l'échelon et le, le bas de mon montant, hop, 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 où es-tu? Euh, Entre le dessus et le bas de mon montant, bien ici, je vais aller donner la hauteur de marche, la hauteur de marche, voilà. OK. Et donc maintenant, la position de mon montant, de mon échelon, eh bien, de mon premier échelon est bien positionné. Donc, ce que je vais faire maintenant, ben, je vais encore lui dire que je vais extruder cet élément-là. Et donc, on va l'extruder avec quelle largeur, quelle longueur. On va prendre ceci et on va prendre la largeur de l'échelle, ici, tout simplement. OK. Et on va aller extruder cet élément-là dans cette direction-ci. Et donc, maintenant, ben, on a notre échelle avec notre premier échelon. Il va nous rester à régler un petit problème de logique, hein, parce que pour le moment, mon échelon, il est placé un petit peu brutalement. Et si je vais modifier ici et que je mets 500, on va avoir la bonne longueur d'échelon, mais par contre, on va voir que notre échelon, il sera décalé. Et donc, tout de suite, ça va moins bien fonctionner pour l'échelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement lui dire que l'on va faire une contrainte, mais là, ce ne sera plus une contrainte 2D, ce sera une contrainte 3D, une contrainte de coïncidence 3D. Et je vais aller sélectionner mon montant, ici, et je vais lui dire que cette face, la face extérieure gauche, va venir en coïncidence, doit être en coïncidence avec la face extérieure gauche de l'échelon. Et donc, voilà, il me propose, je valide. Et donc maintenant, on a bien notre échelon qui sera au bon endroit. Notre premier échelon est au bon endroit. Il me reste à faire une petite chose qu'on a déjà utilisée précédemment dans la plaque à trous, hein, tout à l'heure. On va simplement copier notre échelon un certain nombre de fois. Et donc là, je vais de nouveau revenir dans les solides, utiliser ma fonction ici, tableau objet solide paramétrique. On va avoir
seulement une colonne. On va avoir un nombre de lignes qui ne sera pas fixe, mais qui sera déterminé par une variable. C'est ce que j'ai appelé le nombre d'échelons. OK. L'espacement entre les lignes, eh bien, je vais lui dire que c'est la hauteur de marche. Voilà, OK. L'espacement entre les colonnes, il n'y en a qu'une, on va le laisser comme ça. Et donc, je vais simplement sélectionner mon échelon et le tour est joué. Et donc maintenant, j'ai mon échelle complètement paramétrique qui a été créée. Et donc ici, je peux aller dire, je vais placer une échelle avec une hauteur de 3500 et automatiquement, il va réadapter le nombre de... Je vais aller masquer les contraintes ici. On va aller masquer les contraintes, voilà, pour que ce soit plus lisible. Ce qu'on peut faire également, puisque j'avais prévu le coup, on peut afficher ça avec également un matériau qui sera du bois, ici en l'occurrence. Et donc, voilà, si on change la hauteur de marche théorique, on va mettre 300 et on va avoir un nombre d'échelons supérieur. On va pouvoir changer vraiment tout ce qu'on veut, 400. Donc voilà, c'est extrêmement facile à faire finalement. Ça ne nous a pris que quelques minutes avec toutes les explications que j'ai données pour réaliser notre objet paramétrique. OK. Voilà, donc ça conclut un petit peu notre présentation sur les cellules paramétriques. Ici, effectivement, c'est une cellule en plus. Et donc, on va pouvoir l'utiliser autant de fois que l'on veut. Si on a mis ça dans la librairie et au bon endroit, elle est disponible pour le reste de votre vie. Vous pouvez l'utiliser et la paramétrer exactement comme vous le souhaitez. Voilà, ben, il me reste maintenant à répondre aux questions que vous auriez. Vous pouvez venir me retrouver et réactiver vos micros. Allô, allô? Oui, Ah, Philippe, voilà. merci pour cette Excusez-moi de vous explication. réveiller. Je rigole, je rigole. Je me posais une question par rapport aux variations. Est-ce que les variations ont une utilité du coup particulière, sachant que déjà les variables, on peut beaucoup modifier en Mais passant par là? oui, mais en fait, les variations, elles ont une grande utilité. C'est que tu vois ici que dans mon échelle, j'ai plusieurs variables qui sont disponibles, hein. Si je reviens sur mon fichier ici, euh, les, les- j'ai 4 variables intermédiaires qui ne servent que au travail et qui sont des variables que je n'introduis pas, qui sont calculées. Mais par contre, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Donc, si je veux placer une cellule euh, avec des modèles standardisés, eh bien, je vais me créer une variable, pardon, pas une variable, justement, je vais me créer une variation, pardon, plus, et je vais appeler ça type 1, par exemple, et je vais rentrer les variables qui sont à introduire ici. Je vais pouvoir les introduire en une seule fois et pouvoir les répéter. D'accord? Donc, ça permet effectivement d'avoir des objets avec des standardisations. Ok, très bien. Merci. OK. Euh, Voilà. Dans les vidéos qui concernent Open Buildings, pas des vidéos que moi j'ai faites, mais il y a un set de vidéos, il y a 6 ou 7 vidéos qui sont disponibles, qui illustrent comment créer un objet paramétrique, une cellule paramétrique pour utilisation dans Open Buildings. Et ce que la présentatrice fait, j'ai trouvé que l'exemple était juste magnifique, il est super bien fait. Elle crée un évier paramétrique. Et donc, cet exemple est vraiment très très bon.
Et donc, cet évier paramétrique est décliné en 2 types de variations qui donnent une forme très très différente aux 2 objets en fonction du type 1 ou du type 2, on va dire, qu'on va utiliser. Autre question? Jean-Philippe, moi j'aurais juste une question. Oui, Miguel. J'avais anticipé en fait toute la partie paramétrique depuis la version V8 sur MicroStation. Il y a des éléments qu'on a créés, des modèles 3D Oui, de regard par exemple, de regard en béton avec un accès ou 2 accès, oui, avec les différentes variables comme tu as pu le présenter. oui. Mais en fait, depuis l'évolution on va dire du logiciel, hein, toute la partie variable, on n'arrive plus à les trouver. Alors c'est tout un parcours du combattant, hein, pour pouvoir les retrouver, pour pouvoir faire la modif. Et je voulais savoir si ces modèles-là étaient perdus ou s'il y avait possibilité de les retrouver ou de les reprendre facilement sur Open Building. Alors, c'est vrai que dans la version Connect Edition, ils ont un peu changé la philosophie en termes de paramétrisation des objets. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour récupérer des cellules enfin des cellules ou des éléments paramétriques qui avaient été faits précédemment. Euh, j'ai assez peu d'expérience avec ça parce qu'il y avait assez peu de gens qui utilisaient des objets paramétriques en V8i. D'accord. Mais il me semble avoir fait des tests et de mémoire, ça fait un bout de temps que je les ai faits, hein. C'est quand la Connect Edition est sortie, donc ça fait quand même plus de 6 ans maintenant, presque 7. Et donc je n'ai plus ça vraiment très frais en mémoire, mais on peut en rediscuter, oui. Ouais, j'aimerais bien. Parce qu'on a Oui, justement avec mon collègue Pierre, on a essayé de voir ensemble pour faire évoluer un peu notre façon de bosser. Et puis surtout, d'un projet à l'autre, on reprend souvent les mêmes ouvrages qu'on adapte. Et oui. le fait de devoir les redessiner, ou même si c'est du 3D, hein, de faire des modifs via l'arbre de construction, des fois on perd des éléments. Donc ouais, j'aimerais bien qu'à l'occasion on puisse échanger à ce propos-là et puis de voir un peu ce Oui, qui peut oui, être d'accord, mais ça, récupérable. il y a pas de problème. On peut, Super. bah, il faudrait que j'ai des cas concrets, en fait, que tu me partages ton écran Oui, pour pouvoir analyser ça avec ouais, toi ou avec Pierre. Oui, ouais, effectivement. merci. Mm. Pas de problème. Mais tu peux me recontacter par email et puis on organise un rendez-vous en Teams ou Ok, peu importe et on essaie de mettre ça en place. D'accord? super. Merci Philippe. Voilà, voilà. D'autres questions? Mais voilà, ça sent la fin de l'année. J'ai l'impression que mes, Oui, mes Philippe. invités. Oui, Bonjour Philippe, Benoît. bonjour Benoît. Je me disais que ça Toujours la manquait même une question. question de Benoît. Oui, je suis arrivé un peu en retard, excuse-moi. Pas de souci. Toujours la même question par rapport à nos géomètres. Donc, on n'a jamais des ports standards, des largeurs. Quand tu mesures, tu n'as jamais des largeurs standards, vu qu'elles varient en fonction d'un endroit, en orientation et en épaisseur. Oui. J'imagine que sur base d'une macro, tu sais capter les valeurs de largeur et d'épaisseur et de les injecter dans la cellule paramétrique. Oh, oui, ça devrait être possible, oui. Je Oui, ne oui, sais pas le faire de manière, à partir de la cellule paramétrique, de dire je clique, c'était la même question que j'ai posée l'autre jour, hein, par rapport au point oui. 1, 2 et 3, tes points Oui, oui. d'accroche.
normalement, tout ce qui est fait dans les cellules peut être manipulé à partir d'une macro VBA, par exemple. Oui. Oui, je ne vois pas quel serait le problème. Oui. Maintenant, peut-être que le VBA manque peut-être de souplesse par rapport à ça, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de le faire. Oui. OK. Et je dirais paramétrer porte gauche, porte droite. Alors ici, oui, effectivement, je n'ai pas poussé le détail jusque-là, mais on aurait pu, parce qu'il y a la possibilité de faire des opérations dites booléennes, hein. Donc on a Ouais. dans les types de variables si je crée une nouvelle variable ici, dans les types de variables, on peut également avoir des vrais faux, d'accord? Et donc, on pourrait avoir porte gauche, on dirait faux, et alors à ce moment-là, on inverse une position ou une dimension de manière à avoir la porte qui se crée dans un autre sens, quoi. En fait, c'est la manière dont tu cliques les pointes. Hein. C'est miroir. Hein. C'est ça, oui, oui. Ouais. Oui. Donc, oui, donc non, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme on utilise ça dans des objets paramétriques, notamment dans Open Buildings, où on a, par exemple, une chaudière avec sortie gauche, sortie droite. Oui, Et c'est donc, ça. les tuyauteries vont vers la gauche ou vers la droite. Et donc, voilà, c'est simplement une valeur vrai-faux qui dit que c'est à gauche ou à droite, quoi. C'est ça. OK. Ouais. Ça va. Donc, non, Intéressant en tout cas. c'est pas un problème, c'est pas un problème, ça doit se faire assez facilement. Ouais. OK. Ok, Merci. mais Bonne voilà. fête de fin d'année. Ben, merci à toi aussi. Je ne sais pas s'il y a encore des utilisateurs qui souhaitent poser des questions ou si on peut clôturer la session du jour. Tout le monde a l'air bien fatigué aujourd'hui. On approche de la fin d'année. Ça se sent. Ok, ben, merci pour votre participation. Alors, un petit détail, la session de janvier, on a changé de sujet à la demande de plusieurs utilisateurs. Donc, il y a des utilisateurs qui nous ont demandé des informations un peu plus détaillées sur les configurations de MicroStation, comment la configuration se gérait dans MicroStation. Et donc, voilà, je vais faire une présentation au mois de janvier sur les diverses possibilités de configuration. On n'ira pas jusqu'au bout comme d'habitude, mais ça va donner une très bonne idée de ce qui est possible de faire. Et donc, je crois que c'est de nouveau une source d'information extrêmement intéressante pour les utilisateurs Bentley. Puisque ça ne s'arrête pas à MicroStation, les configurations, c'est aussi valable pour tous les logiciels Bentley. Voilà, voilà. Ok, bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin d'année, d'excellentes fêtes, et puis le meilleur pour 2024, qui sera une grande année, j'en suis persuadé. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir. Merci Philippe, Merci, bonne journée. merci. Bonne journée. Au revoir. Merci Au également. Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Elle est arrivée Bonne de fête lumière. de fin d'année. Merci également à tous.